Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi d'être parmi vous cet après-midi. Je tiens à remercier Dilery pour son accueil. Et puis effectivement toute l'équipe du cluster polaire. Alors tiens, je m'aperçois qu'il y a un petit souci sur la page de garde, c'est pour ça qu'on va passer directement aux choses sérieuses. Bon, moi je ne vais pas vous tenir un discours académique parce que je ne suis pas académique. Effectivement, je suis chercheur associé et pas chercheur permanent à la Fondation pour la recherche stratégique. Je suis avant tout un homme d'entreprise. J'ai passé plus de 10 ans chez Suez Environnement, j'étais le directeur de la sûreté du groupe et le conseiller du président pour les affaires méditerranéennes et moyen-orientales. Et puis, parce que le virus dans l'entrepreneuriat me démangeait, eh bien, j'ai créé un cabinet d'ingénieurs conseil qui a bientôt 5 ans maintenant. Notre métier, c'est de préparer les villes à être plus résilientes par rapport aux situations de catastrophes naturelles. Et on continue de beaucoup travailler pour leurs opérateurs d'infrastructures critiques que sont l'eau, l'assainissement, l'énergie et les télécoms. Voilà. Alors, d'habitude, quand j'interviens sur les sujets d'eau, j'interviens plutôt sur des zones soumises à extrême stress hydrique. En 1995, on avait environ 400 millions de personnes qui vivaient dans des zones soumises à stress hydrique. Alors, dans notre jargon, soumis à stress hydrique, c'est moins de 1000 m3 d'eau par habitant et par an en termes de réserve. Bon, en 2025, ces gens-là, et c'est demain matin de notre 2025, hein, on aura tous un peu de cheveux blancs, peut-être plus de cheveux du tout en ce qui me concerne, puis vous aurez un peu grandi. 2025, ils seront 4 milliards. Alors on ne va pas parler aujourd'hui de rareté de la ressource parce qu'on est sur une zone, la zone arctique, qui a la plus grosse réserve en eau douce au monde. Et c'est bien pour ça que cette zone arctique, elle doit être protégée. D'un autre côté, elle doit être protégée, mais elle doit aussi, et c'est une des conséquences du changement climatique, s'ouvrir au monde. De toute manière, l'homme ne lui laissera pas le choix. Frédéric Lefebvre disait tout à l'heure que l'Arctique, c'est les premières réserves d'uranium au monde, les deuxièmes en termes de terres rares, environ 18% des ressources pétrolières mondiales, et 30% des réserves de gaz naturel. Donc autant vous dire que dans le monde fini dans lequel nous évoluons, à l'évidence, ça attire des convoitises, des appétits. Quand je vois effectivement présent au titre des pays intéressés par l'Arctique, j'ai vu des drapeaux effectivement absolument pas riverains de ce Grand Nord. Donc, ce dont je vais vous parler cet après-midi, c'est la croissance, oui, mais la croissance durable. La croissance qui protège l'environnement, qui protège les ours, qui protège les populations. Et aujourd'hui, je dirais qu'on est mal parti. Parce que si vous regardez derrière moi sur ce slide, j'ai voulu vous synthétiser très brièvement, malheureusement, ce qu'on trouve déjà dans l'Arctique. Ce qu'on trouve dans l'Arctique, c'est, et on l'a vu avec Pascaline tout à l'heure, c'est d'ores et déjà les conséquences de notre activité humaine, de 40 ans de croissance effrénée pour ce qui est, je dirais, du continent asiatique, de 70 ans de croissance effrénée en ce qui concerne l'Occident. Et donc, qu'est-ce qu'on va trouver aujourd'hui suite effectivement à la présence de polluants dans l'air qui remontent sur ce Grand Nord et qui viennent se stabiliser dans la banquise? On va trouver des produits organiques persistants, pesticides, PCB. Vous savez, pour traiter une tonne de PCB en France, alors il y a des petits malins qui font des trous en Italie et puis effectivement qui font du business, ça s'appelle du trafic de déchets. Mais traiter une tonne de PCB en France, c'est 2500 € la tonne quand même. Et vous avez des entreprises spécialisées qui font ça, nos grands leaders de l'environnement. Alors, on trouve du PCB, on trouve très très grave des métaux lourds, le mercure par exemple, cadmium, le plomb, et puis on va trouver des particules radioactives, radionucléaires. Et autant vous dire que des incidents type Fukushima, dont on mettra des années à connaître effectivement l'impact réel sur l'environnement premièrement du Japon, sur l'environnement du Pacifique, et au-delà de ça, sur l'Arctique. Donc voilà malheureusement les conséquences de nos activités, de celles de nos parents, et déjà celles de nos grands-parents. La question est de savoir maintenant, c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Alors les grands de ce monde aujourd'hui réunis à New York continuent de parler. Pendant ce temps-là, les réalités malheureusement sont déjà là. Donc si demain on doit accélérer, et malheureusement c'est écrit comme tel, l'activité économique, l'extraction de la ressource en Arctique, il faut d'ores et déjà penser à ça. À ce constat, et surtout aux conséquences des activités humaines et industrielles qui peuvent effectivement s'accélérer sur cette zone du Grand Nord. Alors certes, d'un point de vue politique, vous savez, moi je suis un pragmatique. On est tous
petit-fils ou arrière-petit-fils de paysans en France, et je pense qu'on ferait bien de retourner aux valeurs de la terre, c'est-à-dire les pieds sur terre. Les pieds sur terre, c'est effectivement se réunir, parler diplomatiquement, c'est très bien, mais pendant ce temps-là, la science avance, pendant ce temps-là, les femmes et les hommes, ingénieurs, techniciens, pratiquent et trouvent des solutions. Et donc on ne va peut-être pas attendre que nos charmants politiques internationaux et français, on a vu le manque de profondeur et de vision stratégique, encore une fois malheureusement, nos dirigeants politiques, tels que Frédéric Lefebvre en a parlé tout à l'heure. En tout cas, il nous a dit peut-être des choses en off, en introduction, qu'il n'a pas osé vous dire devant la tribune. Mais moi, je vais vous dire par là qu'il n'y a pas de fatalité par rapport à l'environnement. Et je vois ça dans le domaine de l'eau. Vous savez, il y a des pays qu'on disait perdus dans le domaine de l'eau. Je pense à l'Algérie. J'ai une pensée toute particulière pour notre compatriote, lâchement assassiné par des gens qui veulent compromettre notre futur. Mais en tout cas, en Algérie, au début des années 2000, il n'y avait plus d'eau. On prédisait à l'Algérie un sort funeste dans le domaine de l'eau. L'Algérie sortait d'une décennie noire en termes de terrorisme. Bien aujourd'hui, il y a de l'eau 24 heures sur 24 à Alger. Quand on arrive en baie d'Alger, il y a une station de dessalement. Il y a même trop d'eau dans les réseaux d'eau d'Alger. Pourquoi? Parce qu'il y a des politiques qui ont une vision, il y a de l'argent qui a été mis sur la table, et il y a des techniciens et ingénieurs qui sont venus faire le travail. Ces techniciens et ingénieurs rendent leur grâce, ils sont français. Donc, tout ça pour vous dire que dans le domaine de l'eau, il n'y a pas de fatalité, et dans le domaine de l'environnement en Arctique, il ne doit pas y avoir de fatalité. Alors pourquoi? La première chose, c'est cette carte derrière moi. Effectivement, je pourrais vous faire allumer par un coup de baguette magique, comme a pu le faire Mika tout à l'heure sur sa partie introductive, les zones d'extraction pétrolière, gazière, minière. On verrait des petits points s'allumer un peu partout. Et malheureusement, dans un avenir proche, ce nombre de petits points va encore augmenter. Alors, face à ça, et malheureusement on ne pourra pas grand-chose, sauf à une décision politique majeure qui dit on sanctuarise complètement, mais ça j'y crois pas. À titre personnel, c'est mon côté citoyen qui parle et part de famille, je n'y crois pas. Quand il y a des intérêts économiques, et on le voit bien au niveau du gage de schiste, et stratégiques aux États-Unis, on décide d'exploiter, et on verra bien ce qui sera demain. Quitte à appauvrir les terres, et puis à faire en sorte que les gens boivent de l'eau, ne peuvent plus boire de l'eau aujourd'hui, en raison effectivement du fort goût gazier que vous trouvez. Alors, l'Arctique et l'Antarctique, on l'a dit, très forte et ultime réserve, mais d'un autre côté, ce sanctuaire qui doit rester sanctuaire dans le domaine de l'eau douce. Dans les faits, on constate l'ouverture de nouvelles routes, on en a parlé tout à l'heure, une activité humaine qui se développe à vitesse grand V. Moi j'étais très étonné de voir les chiffres de trafic maritime que j'ai découvert avec vous. 2035, on multiplie par 10-15, ce qui existait il y a encore 5-6 ans. Donc ça, malheureusement, c'est écrit. Alors qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Eh bien, il faut être intraitable, irréprochable sur l'environnement. On voit bien déjà que nos conséquences d'activités occidentales, asiatiques, sont déjà prégnantes sur l'Antarctique. Il ne faut pas qu'on rajoute une couche par des activités d'extraction. Tout à l'heure, j'étais très intéressé par voir cette carte, effectivement, qui montre les conséquences d'une crise type Golfe du Mexique sur l'Arctique. Quand vous avez une activité industrielle de ce type, malheureusement, on n'est pas à l'abri de ce genre de choses. Donc là, il faut s'y préparer, et pas que médiatiquement, parce que la gestion de crise, c'est pas que de la com de crise. La com de crise, c'est fait pour amuser la galerie. La gestion de crise, c'est d'abord un savoir-faire de technicien. Et on l'a vu sur l'affaire BP. BP a géré sa com de crise, certes, mieux qu'il a pu, mais d'abord en pensant à communiquer, il fallait d'abord donner aux techniciens les moyens de travailler, ou de prévenir le risque. Et donc là-dessus, il va falloir être absolument intraitable, et ça doit être nos politiques, mais ça doit être aussi nos ingénieurs, nos techniciens, ingénieurs et techniciens français, je pense à Total. Ensuite, il faut une logistique opérationnelle qui respecte scrupuleusement l'environnement. On voit bien les contraintes de navigation, les contraintes de transport. Vous disiez tout à l'heure qu'on utiliserait sans doute de moins en moins les chaînes de traîneau. Bon, tout ça, une flaque d'huile, ça arrive, mais ça doit arriver une fois, pas deux. Et même si ça arrive, on doit avoir effectivement des rouleaux absorbants, on doit avoir des filets, on doit avoir tout ce que la technologie nous permet de faire pour contenir la pollution immédiatement. Et surtout des hommes et des femmes formés à ça. Ensuite, il faut une R&D performante pour augmenter la résistance des matériaux grand froid. Et là, je pense que, je ne suis pas ingénieur
en exploration pétrolière, mais il y a sans doute des progrès à faire, parce qu'on est en train, entre guillemets, d'importer en Arctique des techniques d'exploration qui viennent d'où? Qui viennent de ces grands pays aujourd'hui exportateurs de pétrole, l'Arabie Saoudite par exemple. Hein, on disait tout à l'heure, en mer de Kara, c'est autant de réserves que l'Arabie Saoudite. Nos pétroliers, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train d'apprendre en marchant. Alors certains ont plus d'avance que d'autres, parce qu'ils ont investi en R&D. Là-dessus, il faut être très très exigeant, très très regardant. Ensuite, il faut des capacités de réponse à des gestions de crise très impactantes sur l'environnement et qui soient absolument le state of the art, comme disent nos amis américains et britanniques, en termes de réponse. Hein, on ne peut pas se permettre d'improviser là. Et, comme vous le disiez tout à l'heure, un ours blanc rempli de goudron, c'est pas possible. Enfin, c'est juste insoutenable. Et puis, je dirais, BP, vous avez vu les conséquences du golfe du Mexique sur le dérapage en bourse. Là, la société pétrolière qui subit ça, elle ferme. Hein. Puis les actionnaires prennent tout de suite le vent. Donc, moralité, il faut s'y préparer, parce que ça pourra arriver, ça risque d'arriver. Et donc là, la réponse, elle doit être absolument parfaite, au millimètre près. Et puis, il faut des spécialistes de services à l'environnement et à l'efficience énergétique qui travaillent sur place. Parce que, qu'est-ce qui va se passer? J'étais très intéressé de découvrir le rôle que va jouer le port de Churchill. On va avoir des pôles urbains qui vont se créer. Il va bien falloir créer des bases vie. Il va bien falloir restaurer, entre guillemets, tous ces gens qui viennent travailler. Il va falloir organiser une logistique opérationnelle. Et ça, il faut des spécialistes pour pouvoir traiter de ces questions. Alors, je vais aller un peu à titre de conclusion, dans le sens de ce que disait Frédéric Lefebvre. Et c'est pour ça que j'ai décidé de rejoindre votre initiative, tous les deux, puis il y a d'autres, du cluster polaire, parce que je pense que la France et les entreprises françaises, que j'ai eu le plaisir de servir, et pour l'une d'entre elles, et puis je continue de travailler avec mon ancien employeur, et puis avec Veolia, et puis avec d'autres, il faut qu'on arrête de dénigrer nos savoir-faire, les garçons, là. On a, à l'international, les 3 grands leaders de l'environnement. On a, à l'international, des grands leaders de la gestion de base vie en zone extrême. Je pense à Catering International Service, je pense à New Rest, les Toulousains. On donne sur la base vie en zone difficile, y compris d'ores et déjà dans le Grand Nord, des repas, on gère l'hôtellerie à la manière d'un Sodexo, à un grand nombre de compagnies minières et pétrolières. Ça, on ne le dit pas. D'accord? On a des Saint-Gobain, spécialistes sur des matériaux innovants, qui auront tout à fait un rôle extraordinaire à jouer en termes de R&D, en termes de potentiel. Aujourd'hui, nos petits camarades d'Airbus vont faire des tests de grand froid sur leurs avions en Alaska. Parce que les Américains ont l'intelligence de dire, vous savez, les Américains, j'aime beaucoup cette nation parce que j'ai la chance déjà d'y travailler régulièrement. Mais je vais vous donner un exemple. 2005, Katrina, Nouvelle-Orléans dévastée. L'équivalent de 80% de la France sous l'eau. Bon, ils ont mis du temps à se remettre. Mais aujourd'hui, ils ont fait d'une faiblesse une vraie force. La Nouvelle-Orléans est devenue la Mecque mondiale en matière de gestion de crise d'exception, en matière de système de commandement en situation de crise. L'Alaska, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait la même chose. L'Alaska, ils servent du pétrole. Aujourd'hui, l'Alaska, c'est un véritable centre de R&D où tous les matériaux, toutes les machines, entre guillemets, qui sont destinées à affronter les conditions extrêmes, viennent d'être testées. Qu'est-ce qu'on attend pour faire la même chose à partir de, je dirais, nos zones de souveraineté? Saint-Pierre et Miquelon, on en parlait tout à l'heure, nous-mêmes sur l'Arctique. Je veux dire, on a un véritable potentiel à gérer. Donc tout ça pour dire, et je terminerai mon petit mot là-dessus, ça c'est l'homme d'entreprise qui vous parle. Oui, je crois au potentiel de cette zone arctique, tant en termes d'exploration, parce qu'il ne faut pas être plus bête que la moyenne, si nous on n'y va pas, d'autres iront à notre place. Et on est légitime dès lors qu'on a des territoires qui nous appartiennent. Et on a des impôts que nous payons, que je paye, pour effectivement faire en sorte que ces territoires se développent. Donc autant que 7 € soient mis pour en rapporter 10, pour en rapporter 100. Mais au-delà de ça, il ne faut pas être naïf, on a une expertise mondiale sur les services à l'environnement, et j'en ai listé un certain nombre, parce que extraire une tonne de pétrole, 1 litre de pétrole, il faut 2 litres d'eau, de manière générale. Extraire 1 tonne de cuivre, y compris en zone désertique, il faut 5000 litres d'eau, donc 5 mètres cubes, 5 mètres cubes d'eau.
Donc tout est comme ça. Donc là-dessus, vu qu'il va falloir préserver la ressource en Arctique, il va falloir recycler les eaux que nous utilisons, il va falloir économiser l'eau que nous utilisons, il va falloir traiter les déchets que nous produisons, domestiques, industriels, parce que là on ne peut pas se permettre de faire un trou comme en Arabie Saoudite dans le désert, et puis voilà, c'est terminé, on referme. Non, non, on est en Arctique. Il va falloir effectivement être très intelligent sur la gestion des réseaux énergétiques. Donc tout ça pour vous dire que je ne saurais que vous engager dans votre jeune vie professionnelle, soit à rejoindre ces entreprises qui ont déjà un grand rôle à l'international et qui continueront de le faire, et qui, j'espère, sauront, sur ces zones arctiques, saisir toutes les opportunités. Voilà, je vous remercie de votre attention.